aujourd'hui, nous sommes plusieurs intervenants pour échanger avec vous sur l'INS. Donc, je suis Elsa Créache, je travaille au sein de l'Agence du numérique en santé. Je serai accompagnée par Michael Tardif du GIE Sésame Vital. Et sont également connectés à ce webinaire les représentants du groupe du Trois-Rives, donc le réseau régional des référents en identito-vigilance, et notamment Isabelle Stache et Bernard Tabuteau pourront répondre à vos questions, surtout sur les questions métiers qui concernent le référentiel national d'identito-vigilance. Donc, ils viendront à ma rescousse si vous me posez des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Merci, merci en tout cas aux intervenants par avance de prêter ce jeu des webinaires ANS. Alors, l'Agence du numérique en santé, bon, je pense que vous nous connaissez, mais je rappelle brièvement nos trois missions. L'Agence du numérique en santé, ex-ASIP Santé, a pour mission première de créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. C'est notamment dans ce cadre-là qu'on a été amené à contribuer aux travaux de rédaction du référentiel INS, par exemple, mais plus généralement de tous les référentiels de sécurité ou d'interopérabilité. Notre deuxième mission, c'est de permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier des mutations numériques. C'est à ce titre-là, par exemple, que l'ANS peut être amenée à accompagner des professionnels, comme les établissements pilotes sur INS en ce moment, pour déployer les projets de la feuille de route. Notre troisième mission, c'est d'assister les pouvoirs publics dans la réalisation de projets d'envergure nationale. Pour changer d'exemple, pas sur INS tout le temps, mais l'ANS porte le projet de mise en œuvre du SI des SAMU Centre 15. Voilà nos trois missions. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, l'INS. Alors, on présage que lors de cette session, vous êtes plutôt un public d'initiés, que vous connaissez l'INS. On a quand même pris quelques minutes pour rappeler les principaux enjeux du projet. Ensuite, c'est Michael Tardif pour le GIE Sésame Vital qui interviendra sur le téléservice INSI pour vous redonner quelques informations sur le guide d'intégration. Et je reprendrai la main sur la partie implémentation. Là, l'idée, ça sera de faire un focus sur le guide d'implémentation INS. Donc, cette session, c'est vraiment une session d'échange, de questions-réponses. On veut vraiment aller dans le fond de ces guides, de cette documentation ensemble. Donc, on est vraiment là pour être sûr en fait, que ce qu'on a écrit dans les guides d'intégration, guide d'implémentation, que vous avez bien compris, que vous êtes aligné avec ce qui a pu être écrit. On est là pour prendre vos remarques, vos questions. On sait que vous avez aussi beaucoup de questions ou de remarques à faire sur le planning du projet, sur les modes d'authentification, la CPX, pas la CPX, etc. Ces questions-là ne seront pas traitées aujourd'hui parce que, comme je vous le disais, le but, c'est de travailler sur ces documents, sur les règles qui vont permettre l'intégration du téléservice et l'implémentation d'INS dans les logiciels, et pas forcément sur le projet dans son ensemble et la façon dont il est mené. Alors, en rapide introduction, l'INS, le projet INS, le but de cette diapositive, c'est surtout de se refixer quelques points sémantiques pour qu'on parle vraiment tous le même langage sur ce projet. Donc, le projet INS, l'objectif, c'est que tous les professionnels qui prennent en charge l'usager utilisent une même identité qu'on appelle l'identité INS. Cette identité INS, elle est composée de trois types d'éléments. Le matricule INS, qui correspond au NIR ou au NIA de l'individu. Pour rappel, le NIR, c'est le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques géré par l'INSEE. Et le NIA, c'est son équivalent. Donc ça, c'est pour les personnes, le NIR, les personnes nées en France. Et le NIA, c'est le numéro identifiant attente qui est attribué dans un premier temps aux personnes qui viennent s'immatriculer en France. Donc par exemple, les étrangers qui viennent travailler en France. Et ce NIA devient progressivement un NIR une fois que l'immatriculation est faite. Donc ça, c'est le matricule INS qui correspond au NIR ou au NIA. À ce matricule s'ajoute un identifiant technique, l'OID, donc c'est l'identifiant qui va permettre de savoir s'il s'agit d'un NIR ou d'un NIA. Et à ces deux éléments s'ajoutent 5 traits INS, c'est les traits un peu classiques qui servent à identifier le patient: nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Cette identité INS, elle provient bien des bases de référence. C'est bien les traits des bases de l'état civil qui servent à alimenter cette identité INS. Et ces bases de l'état civil, elles sont interrogées grâce à un téléservice qui s'appelle INSI, mis en œuvre par la CNAM. Donc INSI sert vraiment à faire le pont, on va dire, entre les systèmes d'information qui, par exemple, des établissements de santé et les bases de l'état civil.
L'INS, bon, vous le savez, hein, cette maison, je pense que vous santé, c'est pas un hasard s'il est situé dans les fondations, pile au milieu pour bien tenir les pignons de la maison. C'est un projet sur lequel on est vraiment très, très attendu, que ce soit les acteurs nationaux, hein, la DNS, l'ANS, la CNAM, le GIE Sésame Vital, mais aussi les acteurs régionaux, les ARS, les grades et les industriels, donc vous en particulier. Sans oublier les usagers, hein, les structures de santé, les professionnels, etc. La date d'entrée en vigueur de l'INS est toujours fixée au 1er janvier 2021. Un rapide focus sur le corpus documentaire du projet, pour bien vous remettre en évidence tous les documents qui existent à ce jour sur le projet. Donc, on a des documents plutôt de type métier, et en particulier le référentiel national d'identito-vigilance, qu'on va appeler RNIV tout au long de cette présentation. Sachez qu'il a été mis en concertation ce matin, donc c'est vraiment tout récent. Ce référentiel a pour but de décrire les règles de base que tout acteur va devoir respecter en matière d'identification du patient. Donc vous avez un document socle dans ce RNIV qui va vraiment décrire les règles qui s'appliquent à tous, et il y aura ensuite des documents annexes qui viendront préciser certaines règles pour des domaines bien précis, établissements de santé, EHPAD, médecine de ville, etc. On a aussi créé un document un peu en mode FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes sur l'INS. Ce document s'appelle « Comprendre l'INS » et il est disponible sur le site de l'agence. D'un point de vue plutôt éditeur, vous avez 3 documents qui servent de référence pour vous. Le guide d'intégration publié par le GIE Sésame Vital, le guide d'implémentation qui est toujours en concertation et pour une semaine encore, toujours sur le site de l'ANS, et ce qu'on appelle l'annexe C6, qui permettent de voir comment l'INS impacte les standards d'Interop. Et ce document est aussi en concertation sur le site de l'ANS jusqu'au quasiment fin juillet, si ma mémoire est bonne. Sur le plan juridique, les documents qui font foi, c'est les différents textes de loi et en particulier le décret INS et le référentiel INS qui rappelle toutes les mesures de sécurité pour encadrer l'utilisation de l'identité INS. Voilà les quelques mots d'introduction. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions sur le projet dans son ensemble, sur la sémantique utilisée ou autre? Pas de questions? Hop, voilà. Dans ce cas-là, je vais passer la parole à Michael Tardif du GIE Sésame Vital pour vous reparler du téléservice INSI et en particulier du guide d'intégration. Michael, c'est à toi. Je déroule les slides, n'hésite pas à me faire signe quand tu veux que je passe à la page suivante. Ok, merci Elsa. Alors, tout d'abord, quelques slides pour vous indiquer comment vous pourrez accéder à l'espace industriel. C'est sur cet espace que vous allez pouvoir récupérer le package documentaire INSI qui va vous permettre d'implémenter l'appel au téléservice. Attendez, je regarde. Ok. Donc, en fait, il faut aller sur ce site industriel.sésame-vital.fr, cliquer sur Première connexion, passe Elsa. Pardon, c'est bon. Ouais. Et ensuite, voilà, choisir le premier ici, dans la partie « Ma société ne dispose pas de compte ». Voilà. Alors pourquoi je vous ai mis, ça a l'air d'être assez facile comme ça, mais on a eu pas mal d'éditeurs qui ne savaient pas trop comment accéder à la documentation. Donc, j'ai essayé de vous mettre ça de façon un petit peu détaillée pour que vous n'ayez pas trop à perdre de temps là-dessus. Ensuite, donc, on va vous demander un certain nombre d'informations sur votre société. Renseigner surtout le représentant légal, c'est très important parce que vous verrez ensuite sur la slide suivante, c'est à ce représentant légal que sera envoyé le contrat. Elsa, tu peux passer s'il te plaît. Ouais. Voilà. Donc, votre espace sera créé sous 3 jours au maximum. C'est une création qui se fait de façon manuelle. En parallèle de cette création, vous aurez un contrat qui sera établi par le GIE.
qui sera envoyé au représentant légal. Donc, c'est là où c'est très important que vous le renseignez correctement. Et ce représentant légal devra le signer et le renvoyer au GIE. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu administrative. Et si vous avez des soucis, vous aviez une adresse en bas, diffusion@sesam-vital.fr. Si vous avez des soucis sur cette démarche, j'ai ma collègue Corinne qui pourra vous aider. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc, une fois que vous aurez votre espace ouvert, vous pourrez accéder aux documents qui vont vous permettre de développer l'appel au téléservice. Alors, je vous ai rangé les documents par catégorie. En fait, l'appel au téléservice, c'est un web service. Donc, c'est du SOAP 1.2. Et dans le flux XML que vous aurez à générer, vous avez une partie header et une partie body. La partie header, donc le haut du flux, il faudra que vous regardiez le cadre d'interopérabilité. Et donc c'est un cadre qui est commun à l'ensemble des téléservices AMO. Si vous avez déjà fait des téléservices, ce sera très facile pour vous. Vous pourrez reprendre quasiment à l'identique ce que vous avez fait. Vous verrez dans le guide d'intégration, il y a quelques particularités pour le INSI, notamment au niveau des attributs. Mais sinon, l'assertion, ce qui va vous permettre d'être authentifié auprès de la plateforme d'accueil des flux, l'assertion est la même. Donc, si vous l'avez déjà fait, ce sera très facile pour vous. Et ensuite, dans ce flux, vous avez la partie métier, où cette partie est décrite dans le guide d'intégration. Merci Elsa. Donc voilà, sur votre espace industriel, vous aurez deux rubriques. La première qui s'appelle Intégrer un téléCMO qui, comme je vous le disais, est commune à l'ensemble des téléservices de l'assurance maladie. Vous y trouverez ici le cadre d'interopérabilité, mais aussi, ça c'est important, c'est pour vos développeurs, les codes exemples en Java et en .NET et le support de formation qui va vous permettre de bien comprendre les codes exemples. Et dans le package du téléservice INSI, vous allez retrouver des exemples de flux. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et puis les contrats techniques, donc le WSDL que vous pourrez importer dans vos IDE et qui devrait vous générer un certain nombre de classes. Voilà. Donc là, et donc voilà. Donc je vous ai fait un petit schéma qui permet de reprendre qui reprend un petit peu tous ces éléments. Vous avez la carte CPS dont le visuel n'est plus à jour et la carte vitale que vous pouvez utiliser. On reviendra après sur la carte vitale. Alors voilà. Et voilà. Et donc à l'aide de ces différents documents, vous allez pouvoir appeler le téléservice INSI et récupérer l'INS et les traits d'identité. Là, il y a une petite coquille sur le numéro de téléphone. C'est 50. Alors, j'ai du mal à voir, j'ai un texte devant, mais c'est 02 43 57 42 88. D'accord, on corrigera sur le support qui vous sera transmis. Voilà, et puis l'adresse mail du centre de service, si vous avez des soucis pour l'intégration du téléservice, mais aussi si vous voulez de l'aide pour l'appel à la crypto libre, pour pouvoir générer l'assertion ou la lecture, ou si vous avez besoin de lecteurs ou autre chose comme ça, vous pouvez contacter le centre de service qui se fera un plaisir de vous accompagner pour vos développements. On va passer à la partie implémentation de l'INS dans les logiciels. Encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, qui s'adressent plutôt au GIE sur la partie intégration, vous les posez dans le chat et on les prendra lors de la prochaine session questions-réponses. Alors, le guide d'implémentation de l'INS, donc ce guide, en fait, il a vraiment pour objectif de préciser les règles de gestion et les préconisations pour implémenter l'INS dans les logiciels métiers. Il a été vraiment construit comme un pendant au référentiel métier qui est le référentiel national d'identité-vigilance.
On a travaillé très étroitement avec les rédacteurs du RNIV. Donc, ce qui est écrit dans le guide d'implémentation reflète, c'est la déclinaison système d'information, on va dire, de ce qui est écrit dans le référentiel national d'identito-vigilance. Les dates de publication n'ont pas été tout à fait synchrones pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, sachez qu'on s'est bien concerté et normalement, vous pourrez le constater en regardant les 2 documents qui sont désormais, depuis ce matin, en concertation. Le guide d'implémentation, il est en concertation jusqu'au 26 juin, c'est-à-dire jusqu'à vendredi prochain. Donc, vous avez encore une bonne semaine pour contribuer et nous faire part de vos remarques. Vraiment, cette concertation, on attend de vous et de vos clients d'ailleurs, qui nous disent si les règles telles qu'elles ont été écrites sont pertinentes, sont faisables, nous alerter sur toute incompréhension. Voilà, on sait qu'il peut être sûrement mieux rédigé, mieux expliqué. Donc vraiment, remontez-nous vos questions, les points d'incompréhension et on sera ravis de retravailler avec vous ce guide. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision sur les termes qu'on a utilisés. On parle dans le guide de logiciel maître, logiciel esclave. Donc, par logiciel maître, quand on a écrit les différentes règles, on entendait vraiment les logiciels dans lesquels sont gérées les identités, c'est-à-dire les logiciels qui permettent de créer et de modifier des identités. Et quand on parlait de logiciel esclave, c'était vraiment pour dire des logiciels qui, eux, n'ont pas les droits pour créer, modifier les identités. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a utilisé ces 2 termes-là. Idem, si dans la concertation, vous estimez que ce n'était pas le vocabulaire le plus heureux, on pourra faire évoluer cette sémantique. Et petite précaution de lecture ou d'écoute sur ce qui va suivre. Lors de ce webinaire, l'idée, ce n'était pas de prendre les je ne sais plus combien de règles du guide d'implémentation une et de les défiler. Ça n'aurait pas été, je pense, le plus intéressant. On a essayé de faire quelques grandes familles de sujets. Volontairement, on a essayé de formuler un peu différemment du guide d'implémentation pour que les choses soient dites de plusieurs manières et que ça puisse faciliter la compréhension. Donc voilà, cette présentation n'est pas forcément exhaustive et si bien sûr il y a un sujet qui vous tient à cœur et qu'on n'évoque pas dans les slides qui vont suivre, vous nous interpellez et on en parlera lors de ce webinaire. Alors, première série de diapositives, c'est sur les données que tous les logiciels doivent être en mesure de gérer. Donc, c'est les champs à prévoir dans vos logiciels. Donc là, on s'est évidemment calé sur les données qui sont rendues obligatoires par le RNIV. Ces données, quelles sont-elles? Donc, le matricule INS, bien évidemment, avec son OID. Les traits stricts obligatoires sont le nom de naissance, qu'on peut appeler aussi nom de famille, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance en code INSEE. Les traits complémentaires, donc c'est des traits complémentaires mais dont le recueil est obligatoire, sont le nom d'usage, qui peut être le nom de naissance si la personne n'a pas un autre nom, et le prénom usuel qui est l'un des prénoms de la liste des prénoms. Ça peut être le premier, mais ça peut en être un autre. Et ça, c'est l'usager en fait qui vous dira quel est son prénom usuel parmi la liste de ses prénoms officiels. On a voulu, dans la diapositive qui est affichée ici, faire une comparaison entre les traits retournés par INSEE et les pratiques actuelles de saisie pour savoir un peu ce que l'arrivée de l'INS en fait, va changer. Alors là, ce tableau-là, pour le coup, c'est une reprise du guide d'implémentation. Sur les noms de naissance et prénoms de naissance, sachez que jusqu'à présent, l'instruction DGOS de 2013 prévoyait qu'il ne fallait utiliser aucun signe diacritique, aucune apostrophe, aucun tiret, et que ces caractères-là devaient être remplacés par des espaces. Or, les bases de l'état civil interrogées par le téléservice INSI renvoient des tirets et des apostrophes. Donc, sachez que désormais, sur les noms, désormais, en tout cas, quand vous appellerez INSI, vous aurez des apostrophes et des tirets qui vont remonter, contrairement à ce qui peut exister dans les bases de vos clients aujourd'hui. Sur les prénoms de naissance, jusqu'à présent, la règle, c'était qu'on saisisse uniquement le premier prénom de naissance. Là, INSI vous renvoie quelque chose de plus riche, finalement, va vous renvoyer la liste des prénoms. Sur la date de naissance, jusqu'à présent, les valeurs exceptionnelles n'étaient pas acceptées. Là, vous pourrez avoir des dates de naissance qui comportent des 00, puisque dans les bases de l'état civil, quand le jour de naissance est inconnu, il est mis en 00, et quand le jour et le mois de naissance sont inconnus, c'est marqué 00/00 et l'année à suivre.
Donc, c'est ces valeurs-là qui pourraient vous être retournées par INSI. On a eu hier justement les informations en termes de statistiques. Il y aurait à peu près 550 000 usagers qui auraient un 00 dans leur date de naissance dans les bases de l'état civil. Et c'est la seule valeur exceptionnelle, par contre, on a eu la confirmation aussi qui peut exister. Donc, on n'aura pas des mois 13, par exemple, dans les dates qui seront retournées. Donc, pas de date lunaire au sens, calendrier avec des mois supérieurs à 12. Sur le sexe, aujourd'hui, vous pouvez vous permettre en saisie locale, on va dire, de saisir un sexe indéterminé, un I. Sachez que INSI, par contre, vous renverra, INSI basé sur les bases de référence de l'INSEE, vous renverra soit féminin, soit masculin. Il n'y aura pas de valeur indéterminée. Et le lieu de naissance, il sera désormais retourné en code INSEE, alors que l'usage actuel veut que ce soit saisi en code postal. Alors là, on vient de tous les champs, en fait, et donc toutes les données que vous allez devoir gérer dans vos logiciels et que vos clients vont devoir récupérer, conformément au RNIV. Une fois qu'on les aura récupérés, il faut bien évidemment les diffuser. Sur la diffusion des données, sachez que par définition, toutes les données qu'on a citées là, elles doivent pouvoir être diffusées, c'est-à-dire imprimées sur les documents qui vont sortir de vos logiciels, imprimées sur les étiquettes, mises sur les écrans. Par contre, sur les étiquettes et les écrans, on sait qu'on a une question de visibilité et d'ergonomie, on va dire, qui font que ça va peut-être être compliqué de mettre toute la liste à l'après-vert qu'on vient de citer. Donc là, ce qu'on vous demande en tant qu'éditeur, c'est de permettre aux utilisateurs de paramétrer ce qu'ils vont mettre sur les étiquettes et ce qu'ils vont mettre sur leurs écrans, sachant que le RNIV définit les données où ils n'auront pas le choix, en fait. Donc c'est de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, mais Bernard et Isabelle viendront vers moi si c'est le cas. C'est le nom de naissance, nom d'usage, prénom usuel, date de naissance et sexe. Alors, dans le RNIV, on a défini 4 statuts et 3 attributs à gérer par les logiciels maîtres. Ces 4 statuts, ils s'appellent identité provisoire, identité récupérée, identité validée et identité qualifiée. En fait, c'est des statuts progressif en quelque sorte, identité provisoire étant le statut le moins bon des 4, entre guillemets. Identité provisoire, c'est on n'a pas pu vérifier l'identité de la personne, c'est-à-dire qu'en termes d'identito-vigilance, on n'a pas pu aller au bout de la démarche. Et en plus de ça, on n'a pas pu appeler le téléservice INSI, ou du moins, on n'a pas utilisé ce que le téléservice INSI nous a renvoyé pour alimenter l'identité locale. Donc, statut provisoire, c'est le niveau 0, on va dire, du statut de l'identité. Ensuite, on a 2 statuts intermédiaires qui sont identité récupérée et identité validée. Identité récupérée, c'est j'ai pas pu faire la procédure d'identito-vigilance proprement, donc je n'ai pas pu identifier mon patient comme il fallait. Mais par contre, j'ai appelé INSI et j'ai utilisé les traits retournés par INSI pour alimenter mon identité locale. L'identité validée, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en termes d'identito-vigilance, je suis bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Par contre, je n'ai pas appelé INSI, ou du moins, je n'ai pas utilisé l'identité retournée par INSI pour alimenter mon identité locale. L'identité qualifiée, par contre, là, c'est le statut le meilleur des 4, c'est le statut ultime, si on veut. C'est qu'on a à la fois tout bien fait en termes d'identito-vigilance, on a correctement identifié le patient, et en plus de ça, on a pu appeler INSI et utiliser les données retournées par INSI pour alimenter l'identité locale. Et l'identité validée, l'identité qualifiée, pardon, c'est le seul statut d'identité qui permet de véhiculer le matricule INS et son OID à d'autres acteurs, que ce soit les autres logiciels de la structure ou les acteurs extérieurs. On ne véhicule pas de matricule INS ni d'OID quand on n'est pas sur une identité qualifiée. Par contre, petite précision, ça n'empêche pas de véhiculer les traits, bien sûr. Ce n'est pas parce que l'identité n'est pas qualifiée qu'on ne va pas aller véhiculer les traits, sinon ça bloquerait complètement la prise en charge de l'usager. Et donc, les traits que vous allez pouvoir véhiculer d'ailleurs en aval, même si l'identité n'est pas qualifiée, si l'identité est récupérée ou qualifiée, ça sera les traits conformes à INSI. Et dans les autres cas, ça sera par contre vos traits locaux qui ne sont pas issus d'INSI qui serviront sur toute la chaîne. À ces 4 statuts, on a ajouté la notion d'attribut. Donc les attributs, alors moi je les imagine comme ça dans ma tête, mais vous les implémenterez peut-être de façon différente, comme des cases à cocher en quelque sorte, où l'utilisateur va pouvoir dire
cette identité, attention, c'est un homonyme, elle est très très proche d'autres identités dans mon SI. Donc je coche cette case pour me mettre cette petite alerte sur l'homonymie. Cet attribut, il peut être associé à n'importe lequel des 4 statuts. Et on a les deux attributs suivants, identité douteuse et identité fictive, qui eux par contre ne pourront être associés qu'à une identité au statut provisoire. Donc, identité douteuse, c'est j'ai vu le patient, mais j'ai clairement un doute sur le fait qu'il n'y a pas une usurpation d'identité, donc je coche la case en guise d'alerte. Et identité fictive, donc là, c'est quand vous créez une identité fictive, par exemple, dans le cadre d'une prise en charge qui nécessite l'anonymat, les accouchements sous X, par exemple, ou pour les VIP, par exemple, qui voudraient une identité fictive, des choses comme ça. Sur la diapo suivante, ça reprend ce que je vous ai dit à l'oral, je pense, mais sous une forme un tout petit peu différente, parce qu'on sait que ces questions de statut ont a priori suscité un certain nombre de questions lors d'une précédente réunion éditeur. Et donc, on compte sur vous vraiment pour nous dire quels sont les statuts qui ne seraient éventuellement pas clairs. Donc, volontairement, je me répète un petit peu. Le statut identité provisoire, c'est le statut le plus bas, c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge sur cette diapositive. Donc, l'utilisateur n'a pas identifié l'usager sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance. Un dispositif à haut degré de confiance, c'est globalement quoi? C'est une pièce d'identité reconnue comme ayant un fort niveau de confiance, tel que le passeport ou la carte d'identité par exemple. Le RNIV liste les pièces qui sont à haut niveau de confiance. Donc ça, c'est la première condition pour avoir une identité provisoire. Mais en plus de ça, on n'a pas utilisé INSI pour créer ou mettre à jour l'identité locale. On peut avoir une identité provisoire aussi si l'utilisateur coche, entre guillemets, identité douteuse ou identité fictive, puisque par définition, ces attributs ne peuvent être que associés à une identité provisoire. Les deux statuts intermédiaires, identité récupérée et identité validée. Donc, le statut identité récupérée, c'est on n'a pas eu un dispositif à haut niveau de confiance pour identifier l'usager. Mais par contre, on a appelé INSI et on a créé et modifié l'identité sur la base des retours d'INSI. Et bien sûr, l'identité n'est pas considérée comme douteuse. Le statut identité validée, c'est on a identifié l'usager grâce à un dispositif à haut degré de confiance. Mais par contre, on n'a pas appelé INSI et on n'a pas utilisé les retours d'INSI pour créer et modifier notre identité. Et bien sûr, il faut que la case attribut douteux ne soit pas cochée. Et dernièrement, le statut identité qualifiée, où on a bien identifié l'usager parce qu'on a eu un dispositif à haut niveau de confiance et on a utilisé INSI pour créer et modifier l'identité. Et l'identité n'est évidemment pas douteuse non plus. Ça, c'est les statuts que doivent gérer les logiciels maîtres. Pour les logiciels esclaves, ce qu'on a compris des différents échanges qu'on a eus quand on a travaillé sur le guide d'implémentation, c'était que mettre ces 4 statuts, les faire passer dans les flux, ça cassait quand même pas mal de choses, c'était compliqué. Donc on s'est dit que ça valait pas forcément le coup de véhiculer ces 4 statuts à l'identique dans les logiciels esclaves. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de garder les statuts actuels provisoires et validés qui nous disent en gros où on en est de la procédure d'identito-vigilance pour le patient. Donc, ces statuts-là continuent à être véhiculés du logiciel maître vers le logiciel esclave, et donc le logiciel esclave a l'information sur le statut de l'identité d'un point de vue identito-vigilance. Et le statut identité qualifiée, de fait, il va se déduire de la présence du statut identité validée et de la présence du matricule INS, puisque, encore une fois, le matricule INS n'aura pu être transmis que si l'identité était qualifiée. L'implémentation de l'opération de récupération d'INSI dans les logiciels maîtres des identités. Donc, comme vous le savez probablement, INSI a deux, c'est ça que je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais elle permet 2 opérations. L'opération de récupération du matricule INS et des traits INS. Donc là, si vous n'avez pas ces informations, vous n'avez ni le matricule ni les traits, vous appelez INSI pour récupérer ce package. Vous avez aussi une opération qui s'appelle l'opération de vérification. La vérification, c'est vous avez connaissance du matricule INS et des traits INS du patient, de l'usager, mais vous vérifiez qu'ils sont toujours conformes aux bases de référence. Et dans ces cas-là, c'est l'opération de vérification d'INSI que vous appelez. Donc là, sur cette partie, on s'intéresse à l'opération de récupération et dans les logiciels maîtres des identités. Donc là, il y a plusieurs cas d'usage possibles. Soit l'usager n'est pas connu de la structure ou du professionnel, et dans ce cas-là, vous allez créer une identité en utilisant, là, le plus simple, en fait, c'est de coller tout de suite à ce qu'INSI a dans les bases.
pour créer votre identité. Et le deuxième cas d'usage, c'est l'usager est connu dans la structure ou par le professionnel, il a déjà une identité avec des traits locaux. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est de mettre à jour cette identité pour rapatrier le matricule INS et l'OID et pour rapatrier les traits INS retournés par ici qui pourront venir remplacer les traits locaux ou les enrichir. Et quand on crée une identité ou quand on la met à jour, vous avez plusieurs contextes possibles. Le contexte qui est peut-être le plus simple, c'est quand on est en présence du patient, donc lors des accueils administratifs dans les hôpitaux, par exemple. Ça peut être aussi en présence du patient, mais cette fois-ci, ce n'est pas un agent administratif qui l'a face à lui, c'est directement le professionnel de santé. Vous pouvez avoir aussi des cas où vous cherchez à créer ou à mettre à jour l'identité en amont de sa venue, par exemple quand vous préparez les préadmissions, quand vous passez en revue les admissions attendues le lendemain, par exemple. Tout ça pour dire que au vu de ces cas d'usage, il nous semble intéressant de prévoir des appels d'INSI en présence du patient, lancés au fur et à mesure qu'un patient se présente, mais on peut aussi imaginer des appels INSI qui sont lancés par le passage en revue d'une liste de travail. Donc typiquement, tous les patients attendus le lendemain, on pourrait se dire que vous appelez INSI pour chacun de ces patients, les uns après les autres, pour préparer vos préadmissions. D'où la règle dans le guide d'implémentation, en tout cas la préconisation de prévoir des appels séquentiels sur la base de listes de travail parce qu'on pressent, et je pense que dans le contexte Covid notamment, c'est d'autant plus vrai qu'il y a beaucoup de démarches désormais qui sont faites aussi en amont de la venue du patient. Hop. Je regarde si je n'ai rien oublié, excusez-moi. Oui, pardon. La première bulle, là, sur cette diapositive, on ne va pas appeler INSI systématiquement à chaque fois que le patient vient. C'est absolument pas obligatoire. Hein. C'est nécessaire uniquement si vous n'avez pas déjà fait cette opération-là. Donc, si vous avez une identité au statut récupéré ou une identité au statut qualifié, vous n'êtes évidemment pas dans l'obligation d'appeler, de rappeler, de ré-rappeler INSI. On le fait une bonne fois pour toutes. Alors, comment s'articule en fait l'opération de récupération d'INSI et la recherche d'antériorité? Donc déjà, sur les recherches d'antériorité, le RNIV le rappellera, et on l'a aussi mis dans le guide d'implémentation. On souhaite qu'il y ait plusieurs manières de faire une recherche d'antériorité pour voir si le patient existe ou pas dans la base, soit à partir de la date de naissance seule, de la date de naissance, mais qu'on peut compléter par les premiers caractères du nom, qu'il soit nom de naissance ou nom d'usage, ou du prénom, qu'il soit prénom usuel ou prénom de naissance, et éventuellement du sexe. Mais on pourrait aussi imaginer des recherches d'antériorité à partir du matricule INS, et là aussi avec un peu deux options, soit une saisie du matricule INS, mais par contre là, grosse alerte dans le sens où tant que l'INS n'est pas largement déployé, c'est-à-dire dans les prochaines années, faire une recherche d'antériorité sur un matricule INS n'a pas de sens, on risque de créer plus de doublons qu'autre chose. On peut aussi imaginer une recherche d'antériorité à partir du matricule INS en insérant la carte vitale dans le lecteur, en appelant l'opération de récupération d'INSI, ce qui déclenche une recherche dans la base. Ça, c'est une option qui peut être intéressante pour les utilisateurs. Par contre, certains acteurs nous ont alertés sur cette pratique-là et nous demandent que ce mode de recherche d'antériorité soit débrayable, c'est-à-dire que l'utilisateur puisse décider de l'appliquer ou pas chez lui. Alors, comme vous l'avez compris, hein, je pense de la précédente séquence, donc le RNIV introduit des modifications. Il réintroduit le fait qu'il y ait désormais des apostrophes et des tirets dans les noms de naissance, dans les noms et dans les prénoms, ce qui n'existait pas dans la précédente instruction des GOS. Et il introduit les notions de prénom usuel versus liste des prénoms, etc. Quand on fait une recherche d'antériorité, du coup, il faut que ces paramètres-là soient pris en compte. Quand l'utilisateur va faire une recherche d'antériorité, il faut que ça lui retombe bien les résultats avec et sans apostrophe, par exemple, pour éviter que là aussi, on croit ne pas avoir le patient dans la base, alors qu'en fait, il existe, mais c'est juste qu'il n'avait pas l'apostrophe ou le tiret. Alors ensuite, donc on était sur la recherche d'antériorité. Maintenant, on part du principe que INSI a été appelé et a retourné une réponse. C'est précisé dans le guide d'intégration, mais INSI peut renvoyer 3 réponses possibles pour l'opération de récupération. Soit j'ai rien trouvé, donc aucune identité connue.
Deuxième réponse possible, c'est avec les critères que vous avez indiqués, j'ai retrouvé plusieurs identités, donc il faut que vous affiniez votre recherche. Deuxième réponse possible. Troisième réponse possible, j'ai trouvé un seul et unique usager qui correspond aux informations que vous m'avez transmises. Ça, c'est censé être le cas nominal. Donc là, INSEE va vous retourner le matricule INS et les traits de référence. Ce qu'on a écrit dans le guide d'implémentation, c'est que les logiciels doivent systématiquement afficher les traits retournés par INSI à l'utilisateur. Donc, on imagine, mais là aussi, c'est vous qui verrez comment l'implémenter, hein, des encarts ou des pop-up qui affichent systématiquement ce qu'INSI a renvoyé. Certains d'entre vous nous ont dit, s'il y a 100% de correspondance, est-ce que ça sert vraiment d'embêter, on va dire, l'utilisateur avec un pop-up qui lui dit que ce qu'il a dans la base locale est exactement la même que ce qu'il y a dans INSI? Effectivement, pas sûr. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer que dans ce cas précis, la fenêtre de retour d'INSI ne s'affiche pas. Mais on préconise quand même cet affichage systématique. Si les traits retournés par INSI diffèrent des traits locaux, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en évidence à l'utilisateur les différences. Typiquement, s'il y a une différence de tiret, c'est de mettre le tiret en rouge ou toute autre couleur ou tout autre symbole, en tout cas, qui vous paraîtrait utile. S'il y a une différence sur les prénoms, par exemple, de bien l'afficher de façon très visible pour l'utilisateur. Idéalement aussi, on aimerait qu'il y ait une sorte de calcul de taux de ressemblance qui soit fait, qui permette à l'utilisateur de se dire, là, OK, j'ai une identité qui est, l'identité INSI, elle est comparable à 90%, par exemple, à mon identité locale. Et il faut que ce mode de calcul soit fait à partir d'algorithmes éprouvés. Hein, le guide d'implémentation en cite certains. Et que le paramétrage du mode de calcul de ce taux de ressemblance soit quand même à la main de l'utilisateur. Par exemple, que l'utilisateur puisse dire, moi, tel et tel petit écart, je lui affecte tel ou tel coefficient, tel et tel trait, je les pondère. Voilà, s'il y a un écart sur la date de naissance, je considère ça plus grave que s'il y a un écart sur un prénom, par exemple. Donc ça, que ce soit paramétrable par l'utilisateur. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on fait justement avec nos traits locaux? L'idée, c'est que dans la mesure du possible, le logiciel rapatrie le retour d'INSI pour remplacer les traits locaux. Là, il y a deux possibilités. Soit c'est l'utilisateur qui prend la décision, vous lui avez affiché les différences en rouge, par exemple, ou vous lui avez calculé un taux de ressemblance, et en gros, il va dire je rapatrie mes traits INSI dans mon identité locale, oui ou non, ou j'abandonne. Première possibilité, c'est l'utilisateur qui décide. Deuxième possibilité, que ce soit vous qui le fassiez automatiquement, mais là, ça nécessite qu'il y ait des taux de ressemblance qui soient calculés et qu'il y ait des seuils paramétrés par l'utilisateur. Donc, que l'utilisateur ait dit quelque part, si 99% de taux de ressemblance, rapatrier le retour d'INSI sans me demander, par exemple. Peut-être très rapidement, le calendrier, je ne vais pas vous le repasser en revue, vous l'aurez dans la présentation. Donc, vous y retrouvez notamment les informations sur les documents qui sont en concertation, les dates auxquelles les différentes opérations du téléservice seront mises en production. Et en guise d'actualité, sachez, c'est important de le souligner quand les choses avancent aussi, un certain nombre d'éditeurs sont déjà autorisés ou vont l'être sous peu pour l'opération de récupération du téléservice INSI. On a un premier site pilote avec qui on travaille régulièrement, qui est l'APHM, et qui devrait commencer le déploiement de l'INS avec son éditeur, le MIPI, peu avant l'été. Bon, comme je vous le disais, vous avez eu l'information de toute première main, le référentiel national d'identité-vigilance vient d'être publié en concertation. Donc, voilà, vous invite vraiment à le regarder, puis à le mettre en visibilité aussi de vos clients. Et au-delà de ces webinaires, là, vous aviez un webinaire plutôt dédié éditeur, plus technique, on va dire. On organise une très, très longue série de webinaires sur l'INS, ce que c'est, comment il s'utilise, les cas d'usage, etc. pour les structures et les professionnels. Vous retrouverez toutes les dates sur le site de l'ANS, donc vraiment, n'hésitez pas à inviter vos clients à y participer. Écoutez, il me reste vraiment à vous remercier de vous être connecté à ce webinaire, d'avoir posé plein de questions. On rebalayera le chat pour être sûr qu'on a oublié de répondre à personne. Et si c'est le cas, on reviendra vers vous pour vous donner les réponses. Vraiment participer à la concertation. Ça vous permettra aussi de nous transmettre vos nouvelles questions, vos remarques sur en particulier le guide d'implémentation, le référentiel national d'identité-vigilance et l'annexe C6. Et ça nous permettra aussi d'apporter des réponses les plus complètes possibles et d'alimenter notre FAQ sur l'INS.
Pour donner votre avis sur le webinaire, vous avez le lien et le QR code qui est indiqué sur cette diapositive. Vous avez le lien vers notre page dédiée à l'INS sur le site de l'agence et vous avez les coordonnées de deux personnes de l'équipe, Benoît et Margot, qui répondront en première intention à toutes vos questions qui interviennent après ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation encore une fois et très bonne journée à tous.